l'appel de l'ONU au FDLR, le Conseil de sécurité a demandé aux rebelles rwandais de se désarmer dans un délai de 6 mois en partant de juillet, sinon ils seront forcés à le faire. Et pendant ce temps, au nord Kivu, l'opération de traque des groupes armés se poursuit dans le territoire de Beni. Les FARDC ont capturé 6 éléments ADF Nalu dans une localité située dans une chefferie de Benimbao. Au cours de cette même opération, l'armée congolaise a également libéré 2 otages et de biens pillés par ces rebelles ougandais. Et puis à l'Assemblée nationale, vous le savez certainement, le projet de loi de reddition de comptes jugé recevable, mais les députés de l'opposition se disent être insatisfaits des éléments de réponse fournis par Patrice Kitebi, ministre délégué aux Finances, à propos de 5 millions de francs congolais prévus pour le fonctionnement du bureau du porte-parole de l'opposition. Nous sommes à ces sujets justement en ligne avec Clément Kankou, député national de l'opposition. Bonjour Clément Kankou. Patrice Kitebi vous a-t-il convaincu sur sa défense au sujet de la reddition de comptes 2013, notamment sur l'argent alloué au bureau du porte-parole de l'opposition? Non, je crois qu'il ne nous a pas convaincus dans la mesure où nous attendions une réponse claire venant de sa part sur cette question. Je pense que nous n'avons pas eu. Nous estimons qu'au niveau de l'Assemblée nationale, il fallait absolument qu'on nous dise qu'est-ce qui s'est passé sur certaines rubriques. Je vous donne, comme vous l'avez dit, l'exemple de ces fonds qui étaient alloués à l'opposition, qui ont été décaissés, dont l'opposition ne connaît même pas la nature, et surtout, ce qui est encore plus grave, la structure de porte-parole de l'opposition, qui elle-même n'est même pas encore mise en place. Donc on peut se demander comment a-t-on fait pour aller engager ces dépenses alors que la structure bénéficiaire n'existe pas. Pour le reste, vous avez vu que la Cour des comptes elle-même a émis beaucoup de réserves. On espérait que finalement, on allait avoir la déclaration générale de conformité, ce qui n'a pas été fait. Donc, quand même qu'on puisse juger recevable cette loi, on aurait dû, en tout cas, remplir toutes les conditions qui nous sont en tout cas fixés par nous. Mais là, nous avons vu que l'Assemblée nationale a fait un forcing, certainement la majorité présidentielle, en nous faisant voter rapidement. Et d'ailleurs, vous avez vu la confusion au niveau de la salle, même sur la loi, parce que nous avions l'impression que la majorité des députés, en tout cas l'impression que nous avons eue, c'est que la majorité des députés avaient voté contre la recevabilité de cette loi. Mais bon, parce que cela est fait, nous estimons qu'au niveau de la commission ECOFIN, nous allons tout faire pour entendre le ministre afin qu'il vienne nous donner des explications claires sur cette question. Mais si cette somme a été liquidée, peut-être qu'elle a été liquidée pour des raisons fondées, dès lors que vous n'avez pas encore de porte-parole de l'opposition, Clément Kankou. Nous savons que l'opposition n'a pas bénéficié d'une quelconque intervention de la part du gouvernement, même si c'est écrit dans la loi. Nous n'avons pas encore été saisis sur ce genre d'intervention. Bon, qu'on nous dise, je crois que c'est peut-être difficile de juger rapidement les gens, parce que le ministre nous a laissé sur notre soif. On lui avait posé précisément cette question. Et je me rappelle même que le président de l'Assemblée nationale, en nous interpellant dans la salle, quand le ministre intervenait, nous avait promis que nous saurions où est passé cet argent qui était destiné à l'opposition. Mais la réponse n'est pas venue du ministre. Donc, je ne pense pas qu'on puisse se justifier à travers des explications qui ne tiennent pas tellement debout, qu'on puisse... Parce que vous savez, quand de l'argent... on a pris de l'argent et qu'on a utilisé à d'autres fins que ce qui a été retenu dans la loi, dans le budget de l'État. Quand on fait quelque chose en dehors du budget, ça s'appelle tout simplement un détournement. En sorte qu'il faut des éclaircissements, il faut qu'on dise clairement ce qui a été fait, mais parce que la structure de porte-parole de l'opposition n'existe pas, il est inconcevable qu'on puisse activer ce compte, tout simplement parce qu'on l'aurait activé pour qui? Pour une structure qui n'existe pas. Et comme vous le savez, c'est le porte-parole de l'opposition qui
fait toutes ces démarches. C'est à lui qui est reconnu la possibilité d'activer ses comptes ou d'engager ses dépenses. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Merci Clément Kankou pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes député national de l'opposition. Autre chose à présent, le Forum international de haut niveau sur la réforme et la modernisation de l'administration publique s'est achevé hier à Kinshasa. Durant 2 jours, soit du 2 au 3 octobre, plusieurs pays africains ont échangé à Kinshasa leurs expériences en ce qui concerne surtout l'accélération du processus de développement économique et social afin d'atteindre à l'horizon 2025 un niveau à revenu intermédiaire. Cette réforme n'est pas une option, elle est une nécessité cruciale. À l'ouverture, les participants ont retenu des thèmes axés sur la rationalisation et gestion, innovation des ressources humaines et transformation de l'administration publique. Ici, à la fin de ces assises présidées par la République démocratique du Congo via son ministère de la fonction publique, plusieurs recommandations sont faites, dont l'importance du soutien du leadership politique de haut niveau pour la réussite des programmes de réforme et modernisation de l'administration publique. Ce forum est organisé pour nous aider, premièrement, à apprendre des expériences des autres. Et je crois que les éléments requis, les éléments de ce forum vont nous aider certainement à pouvoir enrichir notre stratégie de réforme pour moderniser et transformer cette administration publique. Dans la salle, les discussions s'articulent autour de la valorisation et renforcement des organes de gouvernance de la réforme. Que la volonté politique soit vraiment impliquée, en commençant par les chefs de l'État jusqu'aux derniers fonctionnaires. Nous avons vécu dans un système ancien et il faut le changer. Il a fait ses preuves, on n'a pas réussi. Il faut avoir le courage des changements. Avec ces forums, il faudrait qu'en RDC, on puisse mettre en place un système intégré de gestion de tous les fonctionnaires et agents de l'administration publique. Au sortir de ces assises, les parties prenantes pensent garantir la continuité dans le leadership et l'exécution de la mise en œuvre des réformes de l'administration. La balle est donc désormais dans les camps de la RDC qui veut à tout prix rejoindre avec cette organisation le niveau des pays dits émergents à l'horizon 2030, d'après la vision du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Parlons sécurité, la police poursuit l'opération de régulation de la circulation routière. Cette fois, ce sont les véhicules sans plaque qui ont été arrêtés. Ils ont ensuite été ramenés au commissariat provincial de la police de Kinshasa où les propriétaires vont devoir s'acquitter de frais disciplinaires avant de récupérer leurs véhicules. Nous ne sommes pas devant un parking public, mais plutôt devant le commissariat provincial de la police Kinshasa. Tous ces véhicules ont été appréhendés par la police routière pour des raisons bien précises. Aucun véhicule, que ce soit le véhicule d'un député ou d'un général ou d'un citoyen congolais, ne peut circuler la ville-province de Kinshasa sans pour autant avoir la plaque d'immatriculation. Dans le lot se retrouvent aussi ceux de quelques personnalités politiques et militaires, comme l'indique cette liste. Nous avons arrêté un ministre, le ministre du portefeuille. Nous avons arrêté un général, et le véhicule d'un général. Nous avons également interpellé le véhicule d'un major et un autre véhicule appartenant à un député. La loi est dure, nul en est au-dessus. La police tient à la faire appliquer strictement. Il y a des sanctions, on interpelle le véhicule et les chauffeurs y compris. On vous envoie pour aller chercher votre plaque d'immatriculation. Et deuxièmement, il y a des frais à payer. Vous ne payez pas à la police, vous devez payer au service approprié. Il y a un montant qui est fixé là-bas, vous payez là-bas, vous amenez votre quittance et on vous libère sans condition. Autre chose, ce sont ces motos confisquées il y a peu suite à l'insécurité dont elles faisaient objet. La police est claire à ces sujets. D'ici la semaine prochaine, si tout est bon, nous allons déjà restituer à tous les motocyclistes leurs motos. Mais à la seule condition que vous apportez votre plaque d'immatriculation, vos 2 casques exigés par le gouverneur et puis votre gilet. Ces gestes forts démontrent la détermination de la police à restaurer son autorité sur tout le plan. Tout y est mis en œuvre.
Dans le reste de l'actualité, 9 soldats nigériens tués au Mali. C'est le bilan provisoire d'une attaque contre un convoi de la MINUSMA vendredi matin. 2 hommes circulant à moto ont bombardé la patrouille à la roquette. L'attaque n'a pas encore été revendiquée. Résidentielle au Brésil, la confrontation entre la présidente sortante Dilma Rousseff et Marina Silva gagne déjà en intensité. Plus le scrutin se rapproche, Dilma Rousseff creuse l'écart. En croire les derniers sondages, les 2 candidates ont été des partisanes de Lula au sein du Parti de travailleurs. L'une y est restée et l'autre pas. Et sereine. Leur ascension politique dans ce pays aux profondes inégalités entre hommes et femmes est le fruit d'une combativité et d'une persévérance hors pair. Marina Silva, issue d'une famille extrêmement pauvre de l'Amazonie, fut analphabète jusqu'à ses 16 ans, puis femme de ménage avant de s'engager à corps perdu dans la lutte écologiste. En 1994, elle remporte sa première victoire électorale en devenant ainsi la plus jeune sénatrice que le Brésil ait connue. De 10 ans son aînée, sa rivale Dilma Rousseff, candidate du Parti des travailleurs et favorite de l'élection, elle, a marqué l'histoire de son pays en devenant la première femme à accéder au pouvoir en 2010, après avoir connu les geôles de la dictature militaire au début des années 70. Pour cette campagne, Marina Silva surfe sur la fronde sociale de 2013 et espère obtenir le vote de ceux nombreux qui rejettent l'hégémonie de grands partis. Malgré tout, la population noire et métisse, qui représente aujourd'hui plus de la moitié des 202 millions de Brésiliens, n'est pas davantage acquise à la candidature noire que ne le sont les plus démunis. Ces derniers restent en effet fidèles au Parti des travailleurs de Dilma Rousseff, qui a mis en place des programmes d'aide sociale et de mesures d'appui au logement qui profitent à plus de 40 millions de pauvres. Et en sport, démarrage ce samedi de la première journée de phase allée de la Division 1 à Kinshasa et à Lubumbashi. Au total, 90 matchs se disputeront en 9 journées en raison de 45 par groupe. Et en match d'ouverture à Kinshasa, c'est le Daring Club Motema Pembe qui donne le temps face à Rogelou. Mais bien avant, le football club Shark 11 en découdra face à Elima de Matadi. Merci beaucoup parce que vous parlez des rumeurs qui parlent du report. Je crois que nous, dans notre processus au niveau du comité de gestion, nous travaillons en fonction du 4 octobre. Le démarrage du championnat de la Division 1 est effectif à Kinshasa et à Lubumbashi. Si dans la ville Q préfère, un seul match est au rendez-vous, à Kinshasa par contre 2 rencontres sont à l'affiche. Shark 11 et Lima de Matadi pour le match d'ouverture, suivi de l'entrée en liste du Daring Club Motema Pembe au stade Tata Raphaël. Ce dernier, après un parcours mitigé ces 2 dernières années, est plus que déterminé à redorer son image sur le plan national, pourquoi pas tenter une qualification en Afrique. Et comme la tradition africaine le veut, le staff dirigeant accompagné des supporters s'y sont rendus au mausolée du fondateur du club, le père Raphaël de la Kétule. Puis ils ont pris la direction de la paroisse Saint-Raphaël pour une messe d'action de grâce en mémoire des 3 joueurs décédés il y a 2 ans au cours d'un accident de circulation. Rappelons que jusqu'à ce jour, aucun partenaire ne s'est porté garant pour sponsoriser ce championnat de l'élite de la RDC. Et justement, en rapport avec le démarrage de la 20e édition de ce championnat d'élite en République démocratique du Congo, nous recevons sur ce plateau Simon Kayoyo. Il est président de la Ligue nationale de football. Bienvenue. Bonjour. Vous démarrez aujourd'hui votre championnat, la 20e édition du genre à Kinshasa et à Lubumbashi. Pouvons-nous dire qu'à ce jour, toutes les dispositions sont prises pour une réussite? En fait, on ne peut pas dire toutes les dispositions, mais on suppose que tous les minimums de dispositions pour démarrer les championnats sont réunis. C'est ce qui nous a permis de démarrer le championnat. La dernière saison, le championnat comprenait 16 clubs, mais pour cette édition, il y en aura 20 avec l'absence du sponsor. Vous ne trouvez pas que cette compétition connaîtra de difficultés, Simon Kayoyo? Bon, nous sommes rassurés par la Fédération congolaise de football, parce que nous organisons les championnats au nom de la fédération. Et la fédération nous a rassuré que d'ici là, on va trouver un sponsor. Les négociations sont en cours et nous sommes vraiment convaincus que ça va aller. Dernière question, on a noté de graves incidents à l'édition passée à la base des mauvais arbitrages, le manque de retransmission des matchs
Peut-on dire que la Linafoot a tiré les vraies leçons du passé? C'est vrai, on a tiré des leçons. On a d'abord tenu notre assemblée générale. Après, on a fait l'évaluation du championnat passé. On a relevé les points forts et les points faibles. Et je crois qu'on va